À présent avec Henri Chemin, la composition spirituelle de l'être. Franz Bardon nous a présenté une partie de la composition de l'être dans son aspect énergétique avec ses aspects élémental et électromagnétique. Nous aborderons pour notre part la composition l'être dans son aspect spirituel. Une grande majorité de spiritualistes s'accordent sur l'anatomie spirituelle de l'homme, cela n'en fait en rien une réalité avérée puisque ne reposant sur aucun fait vérifié sérieusement, mais cela en fait du moins une piste d'étude intéressante. N'oublions pas que nous tentons d'étudier le plus sérieusement possible la chose invisible et pour ce faire nous ne pouvons nous reposer que sur deux angles d'analyse. Nos perceptions et le résultat des recherches de nos pairs ayant démontré leur sérieux. Il reste bien une dernière possibilité, qui semble des plus prometteuses mais qui reste infiniment complexe à mettre en place. Nous pourrions envisager d'établir un centre de recherche expérimentale, qui ne pourrait remplacer le travail de véritables scientifiques mais qui peut du moins, si l'œuvre est faite avec le plus grand sérieux, attirer certains chercheurs à expliciter les résultats de nos expérimentations. Nous espérons avoir un jour l'occasion de mettre ce projet en place. Suffisant. Et cela plus particulièrement quand la source de ces théories repose sur des auteurs étant décédés depuis plusieurs décennies voire des siècles. Peut-être est-ce là une des responsabilités de la jeune génération de passionnés d'ésotérisme, c'est de renouveler les théories anciennes en les explicitant avec les avancées modernes de la science. Lutter notre étude de la composition spirituelle d'un être humain, nous souhaiterions partager avec vous quelques questionnements. Nous vous proposons de participer à une analyse de vous-même et nous vous invitons à faire l'expérience avec la plus grande sincérité. Posez-vous la question qui est en train de regarder la vidéo? Vous me répondrez sans doute moi, mais qu'est-ce que ce moi? Votre cerveau analyse ce que mes sens perçoivent pour établir une réaction. 5. Mais y a-t-il une différence entre votre moi et votre cerveau? Ou bien est-ce que votre moi est uniquement votre cerveau? Si je vous demande d'imaginer, le jour où la personne que vous aimez le plus au monde va décéder. Vous ressentez alors un sentiment de tristesse peut-être, de colère ou que sais-je encore. Posez-vous la question, d'où vient ce sentiment? Est-ce une pure création de mon cerveau? Il semblerait que les émotions proviennent de sécrétions hormonales de diverses glandes qui sont commandées par votre cerveau. Alors, vos émotions ne sont pas véritablement le résultat de vos perceptions mais plutôt la manière dont votre cerveau souhaite les interpréter. Ainsi ce que nous nommons « personnalité », qui définirait ce que nous aimons, ce que nous déprécions, la manière dont nous vivons nos émotions ou encore le niveau de notre intelligence pourrait être envisagé comme étant simplement nos habitudes de réaction. Notre société, culture ou encore religion nous ont montré à de nombreuses reprises avant de se retrouver à cet instant comme les êtres humains réagissent à la mort d'un proche, par la tristesse mais en dehors de l'analyse de notre cerveau et des habitudes comportementales de nos aînés. Qu'est-ce que mon « moi » pense de cette phrase que je vous répète? Imaginez le jour où la personne qui compte le plus pour vous décédera. Pour le découvrir, il nous faut priver notre cerveau des déductions habituelles. Émotion de tristesse, réflexion d'existence après la mort, préceptes religieux ou philosophiques. Pour ne vivre que ce que cette phrase évoque sous le spectre unique de notre « moi ». Prenez un instant pour fermer les yeux et réfléchir à ce que votre « moi » peut-il bien être? Car si vous privez votre cerveau du souvenir, expérience de la vie, théorie en somme, alors vous vous retrouvez dans une sorte d'étrange néant. Ainsi nos émotions, nos réflexions, nos réactions sont la grande majorité du temps, semble-t-il, dictées par ce que nous avons pu observer jusqu'ici dans ce monde. Regardez votre main droite. Vous semble-t-il ressentir votre « moi » en elle? Regardez-vous dans un miroir en vous fixant dans les yeux. Votre « moi » est-il entièrement et uniquement enfermé dans cette boîte crânienne? Si nous ne sommes que le résultat des éléments vécus qui sont fixés dans notre cerveau, est-ce que si nous mettions un autre esprit à votre place à votre naissance, obtiendrions-nous le même résultat aujourd'hui? En somme, est-ce que nous ne sommes que l'addition des différents facteurs qui nous ont constitués ou avons-nous une réalité propre indépendante de notre histoire? À présent que cette expérimentation est achevée, laissez-moi vous dire comment les spiritualistes interprètent ce questionnement. Ce « moi », les spiritualistes le nomment « âme », et il serait notre être profond hors de notre personnalité influencé par notre expérience, notre culture et de notre cerveau. Plus exactement, l'âme serait le véhicule, tout comme notre corps physique serait le véhicule de l'âme serait le véhicule de l'esprit. Et l'esprit, lui, ne serait-il pas le véhicule de la force créatrice? Revenons en détail sur les différentes parties de l'homme. En premier, ce que nous pouvons observer et mesurer, c'est la seule chose dont nous soyons véritablement certains,
c'est notre corps physique. Celui-ci est limité et déterminé, nous pouvons l'observer et les autres peuvent en faire de même de notre corps. Ne considérons pas notre corps physique comme une simple machine sans intérêt comme cela est parfois envisagé par certains car il contient tout de même notre cerveau qui conditionne l'immense majorité de nos réactions et interactions avec autrui. En second, on considère l'existence d'un corps vital nommé corps éthérique. Celui-ci serait une émanation de notre propre énergie, magnétisme. Le corps éthérique suit la forme de notre corps physique. Ainsi si nous sommes grands, nous avons un grand corps éthérique et si nous sommes petits alors celui-ci l'est également. Je vous précise cela car il existe des confusions entre le corps éthérique, déterminé par analogie à notre corps physique, et ce que l'on nomme vaguement l'aura. Nous y reviendrons par la suite mais ce qui nous importe pour l'instant est le corps éthérique. Étant l'expression extracorporelle de notre magnétisme celui-ci évolue et interagit avec notre environnement. Ainsi le corps éthérique est selon la tradition spiritualiste une sorte de champ énergétique entourant le corps et le protégeant des diverses agressions qu'il subit au long des journées. Le corps vital peut subir toutes sortes d'agressions ou d'influences positives. Prenons cet exemple. Alors que vous vous baladez paisiblement dans la rue, un inconnu vous dit « Tu es moche et profondément stupide, tu n'arriveras jamais à rien ». Vous ignorez qui est cette personne, qui sans doute est dérangée puisqu'elle vous insulte sans vous connaître et sans lien avec vous. Ainsi vous devriez, a priori, ne porter aucune attention à ce jugement très certainement infondé. Eh bien lors d'une agression qu'elle ait ses raisons ou non, qu'elle soit infondée ou pas, nous ressentons ce léger choc émotionnel. Ce choc est considéré par la thèse spiritualiste comme une perforation du corps éthérique. Cette blessure n'est pas très grave puisque le corps éthérique composé de notre magnétisme, énergie personnelle, a cette capacité de se reconstituer rapidement. Comme nous pouvons le voir si nous suivons cet exemple d'un coup de fil qui nous annonce une superbe nouvelle tant attendue. Nous oublierons instantanément ce fait qui sera très certainement digéré par notre subconscient. Ainsi l'éther que nous pourrions également nommer Akasha, qui, énergie ou magnétisme, a cette capacité de régénération très rapide. Le corps éthérique est donc sensible aux chocs émotionnels et physiques. Ainsi, développer son magnétisme et apprendre à le maîtriser n'est pas réservé à ceux qui s'intéressent au fait de guérir autrui. Plus le magnétisme du magicien est fort et maîtrisé, plus celui-ci peut jouir d'une protection naturelle à l'encontre des charges négatives, mauvais œil, jalousie, envoûtement. Durant cette initiation nous vous apprendrons à développer et gérer votre magnétisme. Au-delà du corps éthérique se trouve ce que l'on appelle l'âme ou astral qui se décompose en deux parties, l'âme inférieure et l'âme supérieure, ou bas astral et haut astral. L'âme inférieure recouvre le corps physique et le corps éthérique tandis que l'âme supérieure elle se trouve dans l'immatériel. Les deux parties de l'âme sont séparées par ce que l'on nomme le voile de la connaissance, qui délimite simplement la partie consciente et inconsciente de l'astral. Ce qui demeure au-dessus du voile de la connaissance est la partie de notre âme encore en contact avec notre esprit, partie la plus pure de nous-mêmes, et garde ainsi accès à la connaissance universelle. Platon, philosophe grec né en 428-427e avant Jésus-Christ et mort en 348-347e avant Jésus-Christ, nous parlait du monde des idées comme étant le lieu où les âmes demeuraient ayant accès à toutes les connaissances et à toutes les sagesses jusqu'au moment de leurs incarnations où le voile de l'oubli se dépose sur la tête des jeunes enfants pour leur faire oublier d'où ils viennent. Platon nous parle alors du principe de réminiscence à travers lequel, l'homme peut à certaines occasions avoir ce souvenir ou plutôt cette inspiration venant directement du monde des idées. Par exemple, lorsque l'on effectue un voyage astral, notre âme inférieure remonte à travers le voile de la connaissance pour s'unir à nouveau à l'âme supérieure, ce qui nous permet de recouvrir certaines finesses d'intuition et de clairvoyance. La tradition nous enseigne que l'âme est la partie de notre être à l'intérieur de laquelle résident les émotions. Nous pouvons faire un rapport direct entre les tripartitions, corps, âme et esprit et physique, émotionnel et mental. On considère que lorsque nous décédons notre âme inférieure erre dans le bas astral afin de purifier le résultat de son existence. Nous parlons alors de forme pensée qui serait la manifestation énergétique de nos pensées, actes et décisions. Lorsque nous décédons, nous devons alors purifier les différentes couches énergétiques qui nous composent avant de s'en aller. Ce processus s'effectue donc au sein du bas astral mais nous aurons l'occasion de dédier un cours au large sujet qu'est la mort. La quatrième et dernière partie est ce que l'on nomme l'esprit. Partie supérieure de notre être,
Elle réside à l'intérieur même de la partie la plus subtile de notre monde. La tradition envisage l'esprit comme étant la partie de nous-mêmes qui est composée de la même matière que la force créatrice, Dieu. Cette partie de nous est parfaite et pourrait être vue comme une petite cellule de Dieu. Reprenant ainsi ce que l'immense majorité des traditions et cultures entendent à travers lequel Dieu serait le créateur de toutes choses et que tout demeure en lui. Alors l'esprit est cette part divine qui demeure en nous. L'esprit est donc en lien avec le mental comme je vous le disais précédemment, mais nous parlons bien ici de mental et non d'intelligence. Notre source d'inspiration, de réflexion, de questionnement réside au sein de l'esprit qui continue au long de notre existence de diriger l'âme supérieure qui elle-même inspire l'âme inférieure qui elle est notre psyché. L'ensemble de notre être interagit ainsi pour permettre au plus bas de nous-mêmes, le corps physique, de se mouvoir animé par notre psyché, âme inférieure, et cette partie supérieure en nous-mêmes nous guide vers l'accomplissement de notre destinée, l'esprit. Prenons quelques instants avec Gabriel pour découvrir une partie de l'histoire de l'ésotérisme. Nous allons découvrir brièvement l'histoire d'une des sociétés initiatiques les plus connues, la franc-maçonnerie. Il s'agit d'une organisation mondiale qui a débuté sous sa forme actuelle en 1717 à Londres au Royaume-Uni. Les francs-maçons sont des hommes et des femmes de toute religion, culture et croyances qui se réunissent pour étudier le symbolisme, étude de la symbolique, la maîtrise de soi, le respect d'autrui sur les pas de l'architecte du temple du roi Salomon, Hiram. Cette organisation largement répandue dans le monde s'organise sous forme d'obédience, fédérations, et de loges, associations locales, qui se réunissent régulièrement en tenue pour effectuer un rituel et réfléchir aux sens et enjeux de l'existence. L'obédience originelle est la Grande Loge unie d'Angleterre avec laquelle les autres obédiences du monde ont ou non des accords et des liens. Chaque obédience s'exerce à travers différents rites tels que le rite écossais ancien et accepté, le plus répandu, Memphis Misrin, rite égyptien, ou encore le rite York ou émulation. Les francs-maçons sont connus pour leurs rituels, secrets et leur connexion avec le pouvoir politique et même des soi-disant sacrifices. Beaucoup de ce que l'on raconte sur la franc-maçonnerie est totalement faux. Certains croient encore que la maçonnerie serait à la tête des grandes décisions du monde. Si la franc-maçonnerie a participé à certains grands sujets politiques par le passé comme la Déclaration des droits de l'homme et d'autres sujets, de nos jours, elle a grandement perdu de son influence. Elle demeure aujourd'hui avant tout une organisation de réflexion sur le symbolisme. Quant au sacrifice, s'il est utile de le préciser, c'est bien entendu un fantasme. Il nous faut comprendre que la franc-maçonnerie a longtemps été persécutée, par exemple, par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. La notion de secret n'est pas tout à fait exacte, le seul véritable secret réside sur l'identité des personnes en faisant partie, afin justement de se protéger d'une éventuelle persécution, dans le cas de figure où les libertés actuelles seraient perdues comme dans le passé. Le reste du secret est un secret de polichinelle étant donné qu'aujourd'hui on trouve aisément les rituels, mots de passe et autres détails discrets sur Internet et dans les livres. Pour résumer l'œuvre de la franc-maçonnerie, elle est comme la plupart des organisations ni parfaite, ni mauvaise. C'est une réunion d'hommes qui cherchent à en comprendre plus sur leur place ici-bas et à découvrir comment améliorer son existence par le travail sur soi. On passe à présent à l'expérience de la semaine avec Henri. Cette semaine nous allons travailler votre magnétisme personnel. Il est absolument fondamental et il semble presque impossible de faire le pas sur le développement de la maîtrise de son magnétisme pour pouvoir œuvrer en magie. Le magnétisme est une énergie naturelle qui circule à l'intérieur du corps, celle-ci anime notre corps éthérique ainsi que notre corps physique qui ne pourrait se mouvoir sans elle. Nous avons tendance à connaître mieux le magnétisme en tant que pratique pour soulager les douleurs d'autrui, mais cela va bien au-delà de cela. Nous pourrions voir le magnétisme comme le moyen d'expression et d'interaction de notre énergie avec celle qui nous entoure. Toute chose vivante, animale, minérale, végétale, qui entre dans notre périmètre de conscience, quelques mètres, crée un lien magnétique avec nous. Ce lien permet l'échange dans les deux sens d'informations et de charges entre nous et les choses qui nous entourent. C'est en partie pour cela qu'il nous faut porter une attention toute particulière à celles et ceux qui nous entourent car qu'on le veuille ou non, nos énergies se mélangent. Certaines pratiques nous permettent de nous isoler des influences extérieures. Le mieux c'est de développer suffisamment son magnétisme afin qu'il parvienne parfaitement à gérer les énergies avoisinantes. Cela est vrai également pour les meubles, objets et choses qui nous entourent,
nous devons porter une attention toute particulière à s'entourer de choses positives et qui correspondent à nos objectifs de vie. Car tout ce qui est autour de nous agit sur nous. Nous aurons l'occasion dans l'année de dédier un cours entier au magnétisme pour approfondir cette pratique fondamentale, mais débutons par une initiation. Nous vous proposons en premier lieu de vous initier au magnétisme. Si vous l'êtes déjà, n'hésitez pas pour autant à reprendre les bases avec nous. Placez vos deux mains, paume contre paume, puis séparez-les d'1 centimètre, de telle manière qu'aucune partie de vos paumes de main ne touche l'autre tout en restant très proche. Portez toute votre conscience et votre attention sur la surface de la paume de vos mains. Ressentez les éventuelles sensations, chaleur, fourmillement, grincement des articulations. Bougez lentement de haut en bas vos mains comme si vous vous frottiez légèrement les mains et cela sans toucher l'autre paume. Ressentez comme la densité de l'air semble plus dense entre vos mains qu'à l'extérieur. À présent, éloignez le plus lentement possible vos mains l'une de l'autre jusqu'à avoir environ 20 cm entre elles. Courbez légèrement vos doigts comme si vous teniez une boule. Ressentez à présent la densité de cette boule en effectuant de légers va-et-vient de l'extérieur vers l'intérieur. Relâchez tout dès que vous le souhaitez. D'effectuer votre première passe magnétique. Le magnétisme est naturel et présent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il est donc très simple de le réveiller. L'enjeu de maîtrise se situe plutôt dans sa capacité à polariser, donner un objectif, à son magnétisme. Nous reviendrons dans un prochain cours sur ce sujet. À présent, nous vous proposons d'effectuer l'expérience suivante. Procurez-vous 2 agrumes, mandarine, clémentine, orange, citron, identiques et au même stade de maturité. NBSP. Placez ces 2 agrumes dans 2 assiettes séparées au même endroit, un endroit où vous n'aurez pas à les déplacer durant une semaine. Placez un papier dans les 2 assiettes sur lesquelles sont écrits respectivement « Témoin » et « Experience ». Chaque jour pendant une semaine, matin et soir, nous vous invitons à placer vos mains autour, sans le toucher, de l'agrume « Expérience » et de la magnétiser durant 3 minutes. On ne portera aucune attention ni pratique sur l'agrume « Témoin ». Dans une semaine vous pourrez observer vos capacités en magnétisme en constatant la différence entre le témoin et l'expérience. Vous devriez observer une momification se constituer sur l'agrume expérience, tandis que l'agrume témoin devrait commencer à présenter des signes de moisissure ou de détérioration. Nous vous invitons à noter dans un cahier la date de l'expérience et vos observations. Vous pouvez également prendre une photo chaque jour avec les 2 agrumes dans le cadre afin d'évaluer plus facilement l'évolution. À l'issue de l'expérience, n'hésitez pas à prendre une photo des 2 agrumes et à nous la partager en l'envoyant à chemin.henri@gmail.com. Nous pourrons ainsi observer votre avancée et commencer à constituer une base de données répertoriant le nombre de réussites de l'ensemble des étudiants afin de prouver ce phénomène magnétique. On s'approche de la fin de ce premier cours, je vous laisse avec Henri pour la conclusion. En premier lieu, je souhaite vous féliciter car vous venez de véritablement débuter votre initiation à la haute magie. Ce premier cours est plus long que les prochaines. Nous avons souhaité prendre le temps de bien débuter. Au fil des semaines, nous tendrons à aller de plus en plus vers la magie opérative. Notre objectif n'est pas d'aller vite mais bien. Nous souhaitons que vous ressortiez de cette initiation d'1 an avec de véritables acquis. À la fin de cette année, vous recevrez un certificat mais vous aurez également la possibilité de passer le concours de fin d'année afin d'obtenir un diplôme en sciences ésotériques. Ces reconnaissances sont agréables mais nous ne devons pas oublier notre véritable but, que vous soyez devenu un magicien libre et indépendant à l'issue de cette année. C'est pour cela même que nous avons intégré à cette formation une section histoire et une autre spiritualité car pour obtenir un véritable pouvoir il faut que vous ayez maîtrisé votre propre être. J'entends déjà certains dire qu'ils ont travaillé sur eux, que leur ego est purifié. Prenons garde à l'un des plus grands dangers de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, la perte de la modestie. Laissons à ceux qui ne prennent pas le temps d'étudier le plaisir de la vantardise. Car quiconque se lance sur une voie d'apprentissage de lui-même comprend bien vite que la route est longue et complexe. Laissons à ceux qui s'intéressent plus au regard que les autres peuvent porter sur leurs avancées que sur l'état de leur être profond le plaisir de raconter ses réussites. La magie et tout travail sur soi ne concernent qu'une seule personne, vous. C'est l'œuvre d'une vie,
voire de 3 pour réussir à s'approcher un tant soit peu de notre « moi ». Au fur et à mesure que vos compréhensions s'ancreront et que votre pouvoir magique se révélera, vous serez tenté sous diverses formes. Tentez de vous vanter, tentez d'exercer votre pouvoir pour votre intérêt propre, tentez de passer sur les difficultés. Ce sont justement ces aspérités, les souffrances et les difficultés que nous recherchons le plus car ce sont elles qui nous font grandir. S'il y avait 3 vertus à conférer à un magicien, nous pourrions choisir les suivantes: discrétion, humilité et bienfaisance. Encore une fois, ne croyez pas que nous vous disons cela par désir de gentillesse, ou encore par naïveté. Après toutes ces années d'expérimentation, d'études et d'enseignement, je peux vous dire quelque chose de tout à fait personnel. Œuvrer positivement est un investissement pour notre futur. Je ne vous parle pas de paradis ou d'enfer mais de la vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Commencez à bâtir au plus vite la personne que vous voulez être et la vie dans laquelle vous voulez œuvrer car le temps presse. Le temps presse à l'échelle de notre propre vie qui passe vite mais également peut être à l'échelle plus globale. Je me demande bien souvent comment l'humanité peut avoir traversé, sous sa forme actuelle, près de 100 000 ans et être parvenue à créer le feu, l'électricité, Internet, des avions et des fusées sans n'avoir pas encore véritablement pris au sérieux l'étude des questions que les hommes se sont toujours posées, à savoir: que se passe-t-il après la mort? Qui suis-je et de quoi suis-je fait? Est-ce que Dieu existe et qu'est-ce qu'il est? Mais aussi plus concrètement, comment l'homme peut-il exister depuis si longtemps et reproduire les mêmes erreurs génération après génération? Nous passons, la plupart d'entre nous, par les mêmes questionnements auxquels des réponses partielles et finalement pas aussi sérieusement pris en main que les autres domaines des sciences, comme: comment être heureux? Comment aimer? Comment bâtir une amitié saine? Comment survivre à la souffrance extrême? Pourquoi la vie nous semble-t-elle si injuste parfois? Peut-être est-il grand temps que nous cessions d'aborder les sciences ésotériques et spirituelles comme un loisir dans lequel nous pouvons nous reposer uniquement sur nos perceptions et les dires de personnes sympathiques, pour faire enfin usage de toute l'intelligence, la technologie et les avancées dans le domaine scientifique pour enfin commencer à avancer sérieusement sur ces sujets tellement plus fondamentaux qu'une énième caméra supplémentaire au dos de notre smartphone préféré. Combien de milliards de dollars sont investis à longueur d'année et depuis des décennies dans le domaine militaire dans le monde entier? Quel peuple sommes-nous, l'humanité, pour placer plus de temps, d'argent et de ressources à étudier comment se tuer mutuellement au lieu de chercher à comprendre ce que nous faisons ici? Je vous invite à faire preuve de pragmatisme et de raison depuis le commencement de ce cours. J'ai une dernière réserve à vous confier. Gardez votre sens critique envers tout, y compris envers l'ennemi et moi-même. Aucun d'entre nous ne détient la vérité absolue et encore moins dans ces domaines subtils. Il ne s'agit pas d'entrer dans une méfiance mais de maintenir un sens critique, aller lire d'autres livres, découvrir d'autres cultures, mixer les avis et se forger le sien jusqu'à ce que notre propre avis s'effondre et se recrée au fur et à mesure de l'expérience de la vie. Je vous souhaite d'être heureux avant toute autre chose car je pense, à titre personnel, que rien ne justifie de vivre dans le malheur. Et le malheur et la souffrance de cette existence sont grands mais de nombreux génies ont œuvré à essayer de comprendre comment se désenchaînèrent de la souffrance et c'est ce que nous allons tâcher d'étudier.